Bonsoir à tous. Alors ce soir, nous avons une émission spéciale au vu de tout ce qui se passe dans notre département et même en France, voire en Europe, au niveau de l'économie. Donc vous venez d'entendre l'allocation du président et nous avons aujourd'hui en plateau donc les professionnels de chaque secteur d'activité qui sont dans notre département afin de mettre ça en œuvre. Donc merci déjà à tous pour le déplacement pour aujourd'hui, puisque je sais que c'est pas évident, surtout que vous avez sans doute énormément de travail, puisque vous avez les annonces qui ont été faites jeudi que vous avez commencé à mettre en œuvre. Et là, vous avez donc la continuité en fonction de ce qui a été dit ce soir, que vous devez bien orchestré, si je puis dire, de manière à ce que tout se passe pour nos entrepreneurs guadeloupéens. Donc pour commencer déjà, nous avons Monsieur Sébastien Lafont. Bonsoir. Donc déjà, comme je disais, merci. Vous êtes directeur de l'Office du tourisme international de la Riviera du Levant. Intercommunal. Alors oui, effectivement. Alors déjà, merci d'être venu. Alors nous, on vous a demandé de parler un petit peu, parce que c'est vrai que la Riviera du Levant, c'est beaucoup de lits. Donc c'est beaucoup de personnes touchées, et il faut savoir que lorsque l'office, enfin à votre niveau est touché, c'est tous les secteurs d'activité ensuite, que ce soit la restauration ou bien vraiment tous les services en sous-traitance même, si je puis dire, vous allez nous expliquer ça tout à l'heure, qui sont aussi directement impactés. Alors à côté de vous, c'est Monsieur Gabriel Foy. Bonsoir. Bonsoir. Alors monsieur, vous êtes président de la Chambre des métiers de l'artisanat de la Guadeloupe. Tout à fait. Vous êtes déjà venu en plus sur notre plateau. Nous avons fait un bilan sur l'économie au mois de décembre. Donc là, je sais qu'au niveau de la Chambre, vous avez mis des choses en place pour les artisans. Donc vous allez pouvoir un petit peu nous expliquer comment est-ce que tout ça sera fait, comment les artisans vont avoir ces informations et quel accompagnement vous avez décidé de mettre en place pour eux. À côté de vous, donc bonsoir, Monsieur Fayel. Bonsoir. Alors, Monsieur Fayel, vous êtes vice-président de l'UDF-MEDEF Guadeloupe. L'UDE-MEDEF, l'Union des entreprises MEDEF Guadeloupe. D'accord, donc l'UDE-MEDEF Guadeloupe. Donc vous, c'est la première fois que l'on vous reçoit. Alors, je sais aussi qu'il y a quelques semaines, il me semble, en fin de semaine peut-être, au niveau du MEDEF, une demande avait été faite suite à la crise, puisqu'il y avait déjà beaucoup de problèmes en termes d'économie. Donc on verra si vous pouvez nous en parler et quelles sont les retombées pour nous au niveau de notre secteur d'activité. Et à côté de vous, nous recevons Monsieur Nicolas Vion. Alors bonsoir, vous êtes président du groupe hôtelier et touristique de la Guadeloupe. Donc c'est vrai que les hôtels et vraiment le tourisme, c'est le premier secteur pour le moment qui est impacté chez nous. Donc vous allez nous dire un petit peu comment ça va se passer et qu'est-ce que vous pensez qu'on pourra mettre en place pour pallier à toutes ces choses. Alors déjà, avant de commencer, je tiens à vous préciser que nous avons respecté ici à Canal 10 les mesures de précaution qui ont été demandées, c'est-à-dire que le plateau a été nettoyé et nous utilisons des produits antiseptiques de manière à pouvoir tuer le virus, donc même dans l'air. Et les invités ont dû se laver les mains pour arriver en plateau. Donc ça, ce sont les gestes barrières. Et les gestes barrières, ce sont c'est la première chose qui a été rappelée ce soir pendant le discours, donc pendant l'allocation du président. Alors ma première question est que pensez-vous de la situation et quelle a été votre réaction lorsque vous avez entendu les premières annonces, parce que je sais que vous avez tout de suite commencé à travailler, d'ailleurs vous êtes toujours actuellement en train de le faire. Quelle a été votre première réaction pour maintenir au mieux l'économie guadeloupéenne? Vous pouvez répondre, Monsieur Foy, parce que je sais que vous faites pas mal de choses avec les artisans. Effectivement, c'était surtout tout d'abord de rassurer les artisans. Oui. Les rassurer, parce que depuis quand même 15 jours, nous avons surtout des organisations des taxiteurs qui sont inquiets. Depuis, je dis même 3 semaines, sur le port, sur l'aéroport, l'activité a vraiment baissé. Donc nous avons trouvé des solutions pour eux, pour les rassurer, pour prendre aussi en compte leurs doléances et faire remonter des informations à notre chambre consiliaire, à la PCMA France et aussi au ministère. Et effectivement, là aujourd'hui, les mesures commencent à tomber, que je vais étayer tout à l'heure. Mais c'est vrai que quand même, c'est une crise mondiale. Oui. Donc nous ne sommes quand même pas épargnés. Nous devons prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éradiquer ce virus. Parce que, comme l'a dit le président tout à l'heure, c'est une guerre. Nous sommes contre une guerre qui est invisible. Oui.
C'est ce qui est encore grave. C'est une épidémie, exactement. C'est une épidémie, donc c'est une première pour les Antilles. Et le monde économique que nous sommes, nous allons être impactés de plein fouet. Oui. Et moi, en tant que président, c'est surtout de rassurer que les artisans, nous devons trouver des solutions ensemble. Et aussi, l'État doit prendre toutes ses parts de responsabilité vis-à-vis de ça, parce que après ce virus, comme on dit, on risque de se retrouver sur une crise économique. Oui, alors justement, rapidement, parce qu'après on va revenir dessus, est-ce que les marchés seront maintenus ? Est-ce que vous savez si les marchés, parce que nous avons beaucoup d'artisans qui exposent sur des marchés au niveau local, donc comment ça va se passer ? Pour l'instant, non. Vous n'avez pas parce encore ? que je crois que le président a été très clair aujourd'hui. Oui, pour moins de 100 personnes. De regroupement, aujourd'hui, c'est confinement. La chance qu'aujourd'hui qu'on a, c'est le secteur de l'alimentation. D'accord. Tout ce qui est boulangerie, pâtisserie, épicerie. Et surtout faire attention que les gens prennent à emporter et non pas rester sur place. Oui. Donc, nous devons nous adapter, nous habituer à ce nouveau mode de fonctionnement. Et c'est vrai que c'est pas évident. Depuis ce matin, je reçois des appels, beaucoup d'artisans qui sont inquiets parce qu'ils sont chômeurs. Nous avons des très petites entreprises où ils n'ont pas de salariés du tout. Oui. Et là aussi, les gens sont inquiets qui ne peuvent pas travailler. Les plombiers, les carreleurs, maintenant, voilà. Oui, ça c'est au niveau peut-être si vous pouvez apporter peut-être tout à l'heure des informations, ça touche peut-être plus la partie pour le chômage, comment ça va se passer pour le chômage partiel. Donc peut-être que vous pourrez nous apporter des éléments tout à l'heure. Donc à côté de vous, est-ce que je peux ensuite enchaîner par vous parce que vous avez été très touchés au niveau enfin, nous avons été très touchés. Donc, comment vous avez réagi et quelles sont les premières choses que vous avez voulu essayer de mettre en place ? Alors, la réaction, elle change quasiment toutes les heures, puisqu'on suit l'actualité d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue de la réalité du transport aérien. Voilà, on est vraiment sur un fonctionnement au jour le jour ou heure par heure. Le rôle de l'Office du tourisme, c'est d'être une interface habituellement entre une offre touristique et une clientèle. Aujourd'hui, nous avons une clientèle qui est face à une situation qu'elle ne connaît pas, une clientèle touristique sur place, et une clientèle touristique qui avait l'intention de venir, qui se retrouve dans une situation qui est tout à fait inconnue. Et nous avons de l'autre côté, effectivement, des prestataires, vos invités en parleront mieux que moi, qui vivent cette réalité avec des clients qui sont là, qui sont là pour consommer un séjour touristique, qui ne peuvent plus consommer. Il leur reste les paysages, mais on est en train de limiter les déplacements, donc leur raison d'être parmi nous commence à se réduire sérieusement. Nous, pour donner un ordre d'idée un petit peu de l'économie touristique sur le territoire de la Riviera, premier territoire touristique de Guadeloupe, c'est 31 établissements hôteliers, c'est 52% de l'offre de la Guadeloupe, c'est plus de 2000 locations, c'est un village vacances, c'est plus de 300 prestataires d'activités, loisirs ou autres, pour ne parler là que des prestataires en lien direct avec la clientèle touristique. Et il y a tous les sous-traitants. On a tout ce qui est sous-traitance derrière, que ça impacte. Donc aujourd'hui, au niveau de l'Office du tourisme, nous-mêmes, on s'efforce de rester en lien, notamment avec la CCI, pour répercuter l'information et l'actualité au plus près de l'ensemble des opérateurs, jusqu'aux plus petits, les propriétaires de meublés, les prestataires d'activités de loisirs. On essaie de relayer cette information-là. Et puis on essaie d'orienter la clientèle qui est sur place. Mais l'orienter vers quoi ? Aujourd'hui, les demandes, en gros, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne peut plus faire grand-chose. Comment on peut repartir ? Aujourd'hui, la quasi-totalité des vols sont pleins sur le retour. C'est très difficile d'en trouver des solutions à court terme. Puis on a des impacts assez sévères. On a le club Méditerranée qui devrait fermer sous peu parce qu'il y a des mesures nationales, enfin, au niveau du groupe de fermeture des villages. Donc voilà, on est heure par heure. On essaie d'accompagner au mieux de nos moyens parce qu'on est sur le terrain. Beaucoup de visiteurs sont en contact des gros hébergeurs en hôtel ou en village vacances. Et on a une grande partie quand même de nos touristes qui sont dans des hébergements diffus avec des propriétaires, quand ils les voient, qui leur donnent l'information qu'ils ont, mais ils ne l'ont pas forcément. Donc on s'efforce de porter cette information à la connaissance de tout le monde au fur et à mesure que ça évolue. D'accord. Et vous, Monsieur Vion, comment avez-vous réagi et quelles sont les premières choses qui vous est venues, enfin, à quoi avez-vous pensé en premier pour pouvoir résoudre cette situation ? Alors d'abord, je voudrais dire que je représente le groupement hôtelier, mais aussi la représentation départementale de l'Union des métiers et des industries hôtelières nationales. Bon, deuxièmement, nos adhérents sont des entrepreneurs
Donc ce ne sont pas des gens qui ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin d'être informés. Oui. Et que nous avons bien conscience que la pandémie qui est en train de se répandre sur l'ensemble de la planète est préoccupante et nous sommes très attachés à la santé de la population comme de nos personnels et comme de nos clients. Alors, devant l'inéluctable, quand il y a des nuages et que l'orage va éclater, on prend les mesures qu'il faut prendre. Et actuellement, quelles sont les mesures auxquelles nous sommes confrontés? D'abord, la réalité. La réalité, c'est que tous les tours opérateurs ont annulé les réservations et que, deuxièmement, ils rappellent et rapatrient leurs clients. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nos hommes d'affaires, parce qu'il y a des hôtels qui sont pleins à 70% d'hommes d'affaires, les hommes d'affaires sont en train de dire on ne peut plus travailler, donc on repart. Le troisième point, c'est que les compagnies aériennes vont réduire la voilure. Donc dans ces conditions, bien qu'on ait dit que les hôtels n'étaient pas fermés, ils vont être fermés inéluctablement par plus de clientèle, plus d'activité. Donc il faut regarder prioritairement par rapport à nos personnels et par rapport à l'entreprise, ce qu'il y a lieu de faire. Alors, par rapport au personnel, bien sûr, on nous annonce des mesures de chômage partiel. Encore que j'aimerais bien qu'on me définisse la différence entre le chômage technique et le chômage partiel. Oui. Parce qu'un chômage partiel qui est à 100% quand l'entreprise est fermée, est-ce qu'il est vraiment partiel? Bien, c'est le premier point. Deuxièmement, on nous dit que les salariés vont être confortablement indemnisés. Moi, je lis les notes. Et qu'est-ce qu'elles me disent, les notes? Elles me disent que les salariés seront indemnisés à 70% du brut, ce qui correspond à 84% du net. Donc déjà, il y aura une perte de pouvoir d'achat. Deuxièmement, que les entreprises devront compléter cette indemnité à hauteur minimale du SMIC, c'est-à-dire que l'entreprise va devoir faire un effort. Troisièmement, la masse salariale d'une entreprise, elle va de 25 à 50%. Mais prenons une moyenne nationale, ce qui n'est pas le cas dans les Antilles, de 32%, puisque dans l'hôtellerie, la moyenne est plutôt à 41%. Si on vous indemnise de 70% d'une masse salariale, il n'en demeure pas moins qu'il vous reste des charges. Parce que vous continuez à payer votre abonnement d'électricité, votre abonnement d'eau, votre taxe professionnelle, votre taxe foncière, etc. Et que pour l'instant, aucune indemnité n'a été prévue pour compenser ces pertes de charges que va supporter l'entreprise. Donc, ce qu'il faut se dire calmement, mais lucidement, c'est que les entreprises vont avoir des pertes de chiffre d'affaires considérables, mais surtout des pertes de marge. Et que certaines entreprises, probablement, ne s'en releveront pas. Alors, qu'on ait un discours sécurisant en disant « vous inquiétez pas, il n'y aura aucune faillite », moi, je veux bien le croire, c'est comme le pont de Choisy. On m'a dit que personne ne serait pénalisé, mais personnellement, moi, mon hôtel, il a perdu 200 000 € et 2000 clients. Et puis, on peut toujours me faire des grands sourires en me disant qu'il n'y aurait aucun préjudice. Mais si, il y a des préjudices. Donc, on est devant une situation qui nous est imposée, qu'on doit prendre avec responsabilité, en tant que citoyen, mais aussi en tant que chef d'entreprise. Et puis, cette situation qui nous est imposée, il faut y faire face. Et regarder comment s'en sortir au mieux. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Une pandémie, la croissance d'un virus, on ne sait pas si ça va durer 2 mois, 5 mois. Donc on avisera. Bon, merci en tout cas pour les faits qui ont été établis, au moins sur ce point. Et je finirai avec vous. Donc, que pensez-vous, même question, quelle est la première chose que vous avez vue qu'il fallait mettre en place? Et ensuite, on va continuer avec vous pour la deuxième question que je voudrais savoir vraiment au niveau des entrepreneurs. Surtout que samedi, il a été annoncé que tout sera fermé. Donc là, maintenant, ça touche au-delà de ce qui avait commencé à être touché comme secteur d'activité, comme étant juste le secteur d'activité touristique. Donc maintenant, c'est voir comment mettre en place les fameuses mesures, puisque justement, le président vient d'annoncer qu'il va créer des fonds et qu'il va faire beaucoup de choses pour que les entreprises ne perdent pas trop. Donc, qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place? D'abord, en fait, on a une crise qui est complètement nouvelle, qui est inconnue quasiment, je dirais, sur le siècle et même de l'humanité. Donc on est en train de s'adapter aux circonstances au jour le jour et heure par heure. Les chefs d'entreprise ont d'abord, et ça a été dit, une première responsabilité, c'est la sécurité
et la santé de leurs salariés et de leurs collaborateurs. Donc là, tout est fait. Je crois que tous les chefs d'entreprise en Guadeloupe ont pris la mesure de l'enjeu et tout le monde fait le nécessaire pour mettre en place les dispositifs de gestes barrières qui sont, je le répète, assez simples à mettre en place mais qui sont indispensables. Avoir une distance, respecter une distance entre les gens, se laver les mains régulièrement, ça c'est vraiment fondamental, et puis ne pas s'embrasser ni se serrer la main. Je crois que ça, il faut le mettre en place. En fait, c'est quoi? Notre enjeu, il est aujourd'hui de limiter la propagation du virus en Guadeloupe. Il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. La maladie, elle va toucher un certain nombre de personnes, c'est inéluctable. Et 98% d'entre elles n'auront rien. Oui, c'est pour ça. Oui. Donc pour l'instant, nous ne sommes pas encore directement impactés, mais on sait déjà qu'on va subir, qu'on commence à subir une crise majeure d'une, extrêmement importante, sans doute très courte, mais qu'on ne sait pas, qu'on ne maîtrise pas pour l'instant. Oui. Donc les chefs d'entreprise, en fait, ils sont sur le pont. Et c'est eux qui sont en première ligne dans les entreprises pour pouvoir passer cette vague, pour la surmonter. Donc ils vont mettre en place déjà pour leurs salariés et leurs collaborateurs toutes les mesures nécessaires. Parce que l'idée, le principe, c'est de franchir la vague. Et on va la franchir. Il n'y a pas de raison. La force du monde économique et des chefs d'entreprise, c'est d'être résilient. On va s'adapter et il faut passer le cap. Okay. La problématique, c'est qu'on a peur qu'il y ait de la casse. Et donc c'est pour ça que toutes les mesures qui sont mises en place sont là pour permettre, comme l'a dit le gouvernement, et on espère que ce sera la réalité, qu'il n'y ait aucune entreprise qui soit en défaillance. Faillite, oui. C'est fondamental pour l'économie fragile de l'île, c'est fondamental pour l'emploi. Donc, on a des secteurs qui sont déjà très lourdement impactés. L'hôtellerie est massivement impactée. Et lorsqu'on dit, alors je précise, voilà, quand on dit hôtellerie, c'est tout ce qui en découle. L'événementiel, les artisans. Donc, on va avoir beaucoup d'activités qui vont être impactées. Donc, il est important de prendre toutes les dispositions pour passer le cap. Et donc, effectivement, on fera un petit peu la liste. Donc, le gouvernement semble vouloir accompagner le monde économique. Je rappelle quand même, il n'y a pas... L'économie continue, les entreprises continuent de fonctionner. Oui. Il est essentiel, justement, qu'il y ait une continuité économique. Il en va de la structure même sociale. Donc, pour l'instant, il n'est pas annoncé d'arrêt des activités économiques. Donc, c'est à nous de mettre en place tous les dispositifs pour permettre aux salariés et à nos collaborateurs de travailler dans les conditions correctes de façon à limiter la propagation de ce virus. Oui, par exemple, le télétravail, c'est une des premières mesures qui a été annoncée par le gouvernement. Ouais, comment vous pensez que ça peut être mis en place concrètement chez nous ? Écoutez, c'est très variable. Il y a des entreprises qui sont organisées, il y en a d'autres qui ne peuvent pas. Donc, chacun va s'adapter, encore une fois. Quand c'est possible, on le fait. Il y a plein d'entreprises qui ont besoin d'avoir de la manipulation de marchandises, du transport, de la livraison. Ça, on ne peut pas le faire à distance. Donc ça, il y aura malgré tout des opérations qui vont continuer à être faites. Encore une fois, en respectant les règles, les gestes barrières que je viens d'énoncer, ça va continuer. Il va falloir impérativement qu'on poursuive au maximum l'activité économique et qu'on protège tout ce que l'on peut protéger. D'accord, merci d'avoir répondu. Nous aurons une brève page publicitaire et on revient tout de suite avec la pub avec vous. On va voir ce qui a été mis en place pour les artisans, Monsieur Foy. Merci.
Alors, bienvenue pour les téléspectateurs qui nous rejoignent. Nous sommes sur un plateau spécial au niveau de tout ce qui se passe pour notre économie, pour savoir un petit peu quelles sont les choses qui vont être mises en place pour aider les entreprises, accompagner les entreprises et pour que tout le monde puisse bien comprendre au niveau de son activité professionnelle ce qui est mis en place. Je me répète, je ne sais même plus quoi dire maintenant suite à l'allocution du président de la République. Donc nous allons continuer avec vous, Monsieur Foy. Alors, tout à l'heure, vous parliez des solutions pour les taxis. Donc, quelles sont les solutions que vous avez proposées et quelles sont les autres choses que la Chambre des métiers met en place pour nos artisans? Alors, c'est vrai que depuis une quinzaine de jours, nous avons nommé 2 référents au niveau de la Chambre pour prendre les doléances des artisans. Donc, un référent sur Basse-Terre et un référent sur Grande-Terre, parce que nous avons quand même fermé au public nos services. Les gens peuvent toujours nous appeler via le téléphone, donc on a des agents qui peuvent leur répondre. Dès la semaine dernière, nous avons mis en place, effectivement, j'ai envoyé un courrier à l'IEDOM, à la BPI, à l'AFD pour faire en sorte de surseoir les échéances concernant les prêts bancaires. Oui. Parce qu'il faut savoir que tous les mois, les prêts bancaires courent pour que ce soit les taxiteurs ou les artisans. Donc, nous avons eu gain de cause là-dessus, parce que cet après-midi, j'ai reçu un communiqué du président de la PCMA France, M. Salter, où justement ils nous ont décidé de valider cela. Ensuite, nous avons aussi tous les prélèvements sociaux vont être suspendus. Oui, c'est la question. Donc là aussi, c'est une bonne chose pour les artisans. Après, comme nos confrères l'ont dit à côté, chaque jour, ça évolue. Oui. Chaque jour, nous prendrons des mesures. Donc, dès que j'ai des éléments nouveaux, moi, j'apporterai sur le plateau, je ferai des communiqués de presse pour les artisans, pour leur informer que ça évolue chaque jour. Donc sur ce plan-là, nous, au niveau de la Chambre des métiers, nous mettons tout en œuvre. Le service fonctionne. Ils peuvent nous appeler. Qui n'hésitent pas à nous appeler. On est là à leur écoute. Par contre, ils ne viennent pas sur place parce que le public, c'est fermé au public. D'accord. Alors justement au niveau des artisans, jeudi dernier, donc le président a fait la première allocution et la ministre du Travail avait demandé aux gens donc de mettre en place tout ce qui était télétravail, de conseiller les entreprises de manière à ce que chaque salarié puisse travailler de chez lui. Mais par contre, elle demande aux artisans de ne pas rompre le contrat pour les jeunes qui sont en formation dans leurs entreprises. Est-ce que vous avez une information sur ça? Est-ce que vous savez comment ça peut être mis en place du coup? Alors là, aujourd'hui, au sein de la Chambre des métiers, nous avons fermé le centre. Et tous les apprentis, on leur a demandé d'aller directement chez leur patron. D'accord. Effectivement, comme c'est beaucoup de travail manuel, c'est pour tout ce qui est boulangerie, pâtisserie, secteur de la coiffure. Là, aujourd'hui, ça risque de poser un petit peu de problème parce qu'aujourd'hui, les salons de coiffure sont fermés. Donc, les petits jeunes seront obligés d'être au chômage partiel. En attendant qu'on nous donne des propositions, nous trouve des solutions aussi pour qu'on n'arrive pas à rompre les contrats. Parce que vous savez que les contrats de ces apprentis, c'est sur 2-3 ans. Donc, ce serait quand même dommage de pouvoir couper ce lien-là. Surtout, ils iront en examen au mois de mai et juin. Donc là, aujourd'hui, qu'ils se rassurent, nous allons trouver des solutions aussi pérennes. Ce matin, j'étais en communication avec le président Stalter. Justement, je lui ai parlé de ce problème-là parce que j'ai eu quelques coiffeurs qui nous ont appelés pour nous dire, j'ai des jeunes, on ne peut pas les payer, on fait quoi? Donc chaque jour, on est en communication avec Paris pour trouver des solutions pérennes, parce que c'est un fait inédit, donc c'est tout nouveau. Oui. Donc, comme on dit, vous essayez de réajuster en fonction. Voilà. Alors justement, pour cette histoire de paiement, le président a dit lors de son allocution du jour qu'il va créer un fonds, donc il souhaite créer un fonds de manière à ce que justement les entreprises n'aient pas à supporter ce coût de mise en temps partiel. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vois que ça vous fait réagir, Monsieur Lafont. Qu'est-ce que vous pensez, vous, parce que vous travaillez avec, surtout, il y a des sous-traitants derrière, comme on disait tout à l'heure. Donc, comment vous pensez que ça va être mis en place? Est-ce que vous avez une information concrète que vous pouvez apporter sur ce point? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Aujourd'hui, effectivement, on prend beaucoup de choses en charge. Il va falloir trouver les ressources au niveau de l'État. Si le président a des pistes, c'est une très bonne chose, sauf qu'il faudra payer à un moment donné de notre côté. Et là, il y a quand même un gros point d'interrogation dans l'ensemble. Je pense autant au niveau des entreprises que des collectivités.
la réaction est bien, il va falloir mesurer les conséquences dans le temps quand même. Alors justement, la première question que les gens se posent, c'est que le chômage partiel, c'est bien, mais à partir de quand? Est-ce que la semaine antérieure qui a été une catastrophe, par exemple, sera prise en compte? Est-ce que vous avez des éléments sur ces choses-là ou vous ne savez pas d'où vous êtes comme nous? Si, il y a des notes très précises Oui. là-dessus. Le chômage partiel, il est pris en compte dès l'instant où l'employeur inscrit ses employés sur le site gouvernemental. D'accord. Même si l'accusé de réception arrive 10 jours plus tard. La date de prise en compte, c'est la date de déclaration sur le site. Donc, est-ce que c'est la fameuse information où la ministre disait qu'on pouvait faire juste envoyer un mail? Oui, sauf que ce matin, le site était bloqué. Voilà. On n'arrivait pas à faire les inscriptions. Alors, les choses évoluent heure par heure. Et en fait, on vient de recevoir un communiqué de presse indiquant qu'en fait, cette modalité était assouplie et que les entreprises allaient avoir 30 jours avec délai rétroactif pour faire la déclaration. Très bien. Donc, 30 jours avec délai rétroactif, ça permet... Et attention, actuellement, le site est complètement saturé. Ouais, donc, oui, j'imagine. En fait, aujourd'hui, ils sont en train de tout mettre en place et donc il faut attendre, à mon avis, 48 heures. Mais les 30 jours permettent de faire démarrer la prise en charge dès le début du manque d'activité ou de la mise en chômage partiel des employés. Cela étant, on est en train de parler des salariés, parce que les travailleurs indépendants n'auront droit à rien pour l'instant. Et du coup, comment ça va se passer? C'est ça la question, effectivement, comme dit M. Dion. L'artisan qui est tout seul. Pour l'instant, surtout toutes les circulaires qu'on nous a envoyées, il n'y a rien qui est noté. Bon, alors, un autre exemple, par exemple, l'hôtellerie, ça représente à peu près 200 millions de chiffre d'affaires par an et 60 millions de salaires. Bon, l'hôtellerie collecte une taxe de séjour qui est reversée à la communauté d'agglomération. On n'a plus de clients, on ne va plus rien reverser. Comment ils vont s'en sortir, eux, pour payer leur structure? Très bonne question. Exactement. On ne mesure pas toutes les conséquences. Je vous parlais des petits opérateurs, effectivement, dans l'artisanat, mais aujourd'hui, on a beaucoup d'opérateurs de petites restaurations ou emportés. C'est pour ça que je parlais des sous-traitants qu'il y a, exactement. Prestataires d'activités de loisirs, tout ce qui est sportif, beaucoup. Parce qu'on va mesurer l'impact économique globalement sur d'autres territoires. Je pense qu'on ne mesure pas encore aujourd'hui. Ça, c'est la réalité. Allez-y. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand je disais que l'activité continue, l'activité économique, mais attention, elle ne continue pas pour tout le monde. Oui. Voilà. Et il y en a qui sont, par la force des choses, qui doivent arrêter leur activité. C'est tout les commerces non alimentaires, les restaurants, les bars, les discothèques, tout ce qui est non essentiel. Et donc, de facto, il y a toute une série de métiers qui vont être impactés. Oui. En sous-traitant, les chauffeurs de taxi, il y a énormément de... Et donc, il y a un impératif parce qu'il faudra quand même payer des salaires à la fin du mois. Toute la question et donc il y a un impératif et c'est pour ça que les aides sont là, c'est qu'il faut que les entreprises et les chefs d'entreprise fassent de la trésorerie au maximum. Et donc il y a des aides pour ça, c'est pour ça que c'est ce qu'on a pour l'instant, c'est le report des charges, du paiement des charges sociales et fiscales. Attention, la TVA n'est pas compris dans la TVA n'est pas un impôt que l'on peut décaler, en fait on le collecte pour l'État, donc on n'est pas, c'est comme le prélèvement à la source de nos salariés, on est obligé de le reverser. Donc, il faut mettre en application ces reports, ces décalages de paiement de charges sociales et fiscales pour se donner un ballon d'oxygène. Et sur votre question après, en fait, il y a aussi, on va voir, on attend, ça évolue tellement vite qu'on n'en sait pas encore beaucoup, mais le fameux fonds de solidarité qui doit être mis en place devrait être là en faveur des petites structures. D'accord. Alors, a priori, dans un premier temps, les critères qu'on a apportés à notre connaissance, mais encore une fois, ça sera à préciser. C'est moins d'1 million de chiffre d'affaires. Donc, effectivement, c'est vraiment pour les petites structures, parfois, où il n'y a pas de salariés. Il faudra démontrer qu'il y a plus de 70% de perte d'activité. Donc, si vous perdez 70% du chiffre d'affaires et que vous avez moins d'1 million d'activités par an, à ce moment-là, vous aurez probablement un chèque, une aide de l'ordre de 1 500 € à la fin du mois. Donc ce sont des aides immédiates pour passer le cap.
Donc il faut vraiment utiliser tout ce Alors qui va comment exister. les gens font justement pour avoir vraiment ces informations et pour avoir les bonnes démarches à suivre? Si vous pouvez répondre à cette question, tout à l'heure Alors, vous expliquez. Effectivement, que vous avez- nous avons, comme je l'ai dit, nommé 2 référents, Madame Dahomey pour ce qui est de Basse-Terre et D'accord. Monsieur Jourson pour la partie Grande-Terre. Et ces référents, ces personnes pourront aider nos artisans justement à trouver des solutions, surtout à remplir les documents, parce que je peux vous dire, c'est complexe aussi pour Oui. certains artisans. Nous avons certains artisans qui, peut-être forcément, n'arrivent pas à maîtriser certaines choses. Donc, la Chambre des métiers, nous sommes là pour les accompagner, pour les aider. Pour l'instant, on peut le faire encore par téléphone, parce qu'on ne peut pas recevoir du public. Mais je crois que d'ici 15 jours, ça va se dissoudre un Ça va peu se dissoudre un petit peu. et faire en sorte de recevoir des artisans au sein de la Chambre des métiers pour les aider, parce que ça fait quand même depuis 15 jours. J'insiste dessus pour les taxiteurs, ils m'appellent tous les jours. Oui. Ils sont inquiets, ils ne travaillent pas, ils n'ont pas d'entrée d'argent, il n'y a pas de touristes. Alors c'est vrai que moi, je suis inquiet parce que reporter les échéances ou reporter les charges, une entreprise qui perd de Qui ne l'argent, rentre- qui fait pas... voilà. Pour moi, c'est pour ça que je demanderais avec, que ce soit le l'UDE-MEDEF et la CCI, qu'on fasse bloc pour dire à l'État, non, on ne peut plus reporter. Parce que le chiffre d'affaires qu'on n'a pas fait là aujourd'hui, Il ne reviendra pas, Il reviendra sachant pas, qu'il y c'est avait fini. déjà eu Par contre, les charges antérieurement des restent. crises. donc les entreprises encore vont souffrir. L'hôtellerie, c'est pareil. Donc, quelque part, c'est une chaîne. Oui, oui, c'est ça, c'est un tissu économique. L'avion arrive, le taxi récupère les clients, il les amène au gosier. Ensuite, Ils achètent un monsieur bouquet, Vion, ils il mangent m'achète le du soir. pain. Ouais. C'est une économie circulaire. Donc aujourd'hui, nous sommes tous liés. Nous avons tous les mêmes problématiques. Alors non seulement Donc, il n'y a le pas de fonds de touristes, secours, je ne sais pas combien de millions d'euros, mais j'ai bien entendu le président parler, mais il a été vague. Il n'y a pas de chiffres annoncés. Oui, nous ferons. Nous ferons quoi? oui, concrètement, et on ne sait pas encore comment sait ça pas va encore. être mis en place. Alors effectivement, non seulement il n'y a pas de tourisme, mais surtout la population elle-même est censée être confinée. Ça veut dire que même au niveau de l'économie, les gens ne sont pas censés consommer. Tout à fait. Donc dans ce cadre-là, parce qu'il y a eu plein de mesures, hein, puisque de toute façon, même au niveau du gouvernement, je ne pense pas que ce soit très clair au jour d'aujourd'hui, puisque je pense que c'est d'ailleurs pour ça peut-être que le président a refait une deuxième allocution. Mais par rapport aux sociétés, est-ce qu'il va y avoir une différence entre si c'est par exemple le secteur d'activité touristique ou bien si c'est quelqu'un qui fait de la ferronnerie? Parce que l'un dans l'autre, si moi j'ai un hôtel ou bien que je suis sous-traitant et que je voulais refaire mes volets chez moi, ben, si je n'ai pas de salaire, je ne peux pas refaire mes volets. Donc comme vous disiez, c'est vraiment tout le tissu économique qui est impacté. Mais peut-être que l'État ne va pas considérer que la ferronnerie fait partie des gens qui sont touchés par ce cas. Donc, est-ce qu'il y a des différences de traitement au niveau des sociétés? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une priorité, par exemple, en fonction du secteur d'activité? Est-ce que vous avez cette information? Non, personnellement non. Au sein de la Chambre, nous parlons dans la globalité. Donc, Oui, au c'est niveau, vrai par exemple, que, des artisans. Voilà, mais c'est vrai que nous n'avons pas, comme je l'ai dit, chaque jour nous recevons des éléments Voilà. de notre tutelle. Bon. Tous les jours, ça arrive. Et c'est vrai que nous faisons, comme on dit, step by step, les choses. Parce que je demande vraiment, parce que tout à l'heure vous parliez des taxis, donc c'est vrai que les taxis sont en contact directement avec les touristes, mais nous avons par exemple beaucoup de menuisiers. Et eux seront forcément impactés. Si les gens ne peuvent plus soit payer leurs charges, ils vont devoir, en plus ils doivent rester chez eux, donc ils vont faire des économies au niveau de leur consommation. Donc est-ce que ces gens-là ont aussi le droit d'avoir une aide ou un accompagnement? Est-ce que vous avez l'information? Parce que ça fait beaucoup, on a énormément de personnes qui sont en profession libérale, que ce soit un avocat ou quoi. Donc est-ce que vous savez comment ça sera réparti à ce niveau? Alors, il faut bien comprendre que toutes les aides là, qui sont proposées, elles sont pour toutes les entreprises, D'accord. de la plus petite à la plus grande. D'accord. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de différence. Il y a des choses qui sont automatiques, il y en a qui ne le sont pas et il y aura des études de dossier au cas par cas. Quand même rappeler que l'objectif, c'est que ça soit assez court. Hein. On ne va pas rester comme ça pendant... donc là, on a un cap à passer. Voilà. Quelques semaines, quelques mois, on ne sait pas exactement. Mais il faudra passer ce cap. Donc c'est vraiment... voilà,
on s'arme et tout, on fait Et ce qu'il c'est faut savoir pour, comment pour passer. éviter, Mais voilà. il faut après, et on pourra parler d'après. Le lendemain, il y aura un lendemain, on va tout mettre en place pour redémarrer, mais voilà, il faut juste passer le cap, donc ne pas surtout... Avoir le moins de pertes possible, puisque de toute façon, le président avait déjà parlé de relance. Faire en sorte de limiter tout ce qui pourrait être mauvais pour les entreprises. Donc il ne faut pas qu'il y ait de licenciement. Et pour pouvoir garder le personnel, alors c'est sûr, il faut faire appel à l'activité partielle. Elle a été déplafonnée, c'est une bonne chose. Oui. Il faut reconnaître qu'on n'a pas... Il y aura, bon, le montant payé, c'est 84% du net, hors prime, hors tout ce qui est hors heures supplémentaires, hors prime. Mais c'est déjà ça. Oui. Et c'est probablement, ça sera jusqu'à 4,5 SMIC. Donc ce sont des éléments, il faut tout de suite s'inscrire, toutes les entreprises, il faut le faire pour pouvoir, si demain matin il y a une baisse d'activité, si elles n'ont pas le choix, bénéficier de ce dispositif-là. Et encore une fois, on parle de semaines, il faut absolument qu'il faut passer le cap. Oui. Alors, il y aura des répercussions à long terme. L'industrie touristique, elle va souffrir lourdement. Donc, après, on va voir le redémarrage. Mais voilà, pour l'instant, il faut passer le cap et puis et tenir le choc. Alors, en parlant de tenir le choc, est-ce que vous pensez que cette crise n'apporte que des effets négatifs ? Dans le sens où, est-ce que ça pourrait pas aussi, comme je disais tout à l'heure, les gens sont confinés, mais est-ce que ça pourrait pas nous aider à développer une industrie vraiment plus au niveau local, pour éviter que lorsque l'on se retrouve en période de crise, par exemple, je vois qu'en ce moment, la France est en train de s'organiser pour que les médicaments soient refaits en Europe, au lieu qu'ils se soient fabriqués en Chine. Mais nous, est-ce qu'au niveau de notre consommation, par exemple, on sait que le préfet avait déjà même estimé qu'on pourrait être vraiment autonome au niveau alimentaire sur ce point, parce qu'on a tout ce qu'il faudrait ici. Est-ce que vous pensez que ça peut permettre aux entreprises d'évoluer sur certains points pour pouvoir, pendant la relance, plus travailler avec des choses de manière, ou bien soit avec des choses, je ne sais pas, mais de manière à plus développer l'économie vraiment locale ou bien la production locale. Est-ce que vous pensez que ça pourrait faire réfléchir différemment ? Parce que je rappelle que le président, justement, a estimé que ça pourrait être... alors, il a dit qu'il y aurait un jour après, mais que le jour d'après ne serait pas le même que le jour d'avant. On sait très bien qu'il parlait de la manière dont nous consommons et dont les choses sont fabriquées. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez pour notre économie ici, localement ? Moi, ce que je pense, c'est que l'agriculture représentait 23% du PIB il y a 20 ans. Oui. Qu'aujourd'hui, elle représente 2,3%. Oui. Qu'on a cru utile d'aller au moins coûtant, donc d'acheter les produits là où ils étaient produits le moins cher, qui sont en général des pays à bas niveau de main-d'œuvre. Puis aujourd'hui, on est en train de prendre conscience qu'avoir voulu décentraliser la production, c'était pas sans danger. Mais il ne faut pas rêver. Si maintenant on voulait revenir à l'autosuffisance alimentaire, ça ne va pas se passer en 3 mois. Oui. Parce qu'il faut des surfaces agricoles, il faut des agriculteurs, il faut un investissement en machines qui aille avec, etc. Donc il ne faut pas trop rêver en disant que puisqu'on a les pieds dans la boue, ça va nous éviter d'avoir des pieds trop secs. Bon, ils sont dans la boue. Par ailleurs, quand on dit, il y a une chose qui est simple, c'est que c'est le travail qui produit la richesse. Oui. Donc quand on arrête le travail, on est moins riche. Oui. C'est tellement évident. Donc on aura une baisse de la richesse. Alors maintenant, qu'il y ait une volonté de la compenser partiellement. Moi, dans mes directeurs d'hôtel, le mais est un possessif abusif. Dans les directeurs d'hôtel, il y a des gens qui sont salariés, mais il y en a d'autres qui sont à la commission sur le chiffre d'affaires. Donc quand il n'y a plus de chiffre d'affaires, il n'y a plus de commission, ils ne sont plus salariés. Ils ne sont plus rémunérés, je veux dire, ils n'ont plus de revenus. Donc on va se trouver, quand je disais tout à l'heure que le collège des indépendants n'était pas prévu, il y a un ralentissement de l'activité, il y a des gens dont on va essayer de faire en sorte de minimiser la perte et les désagréments, mais il y aura obligatoirement des désagréments. Il ne faut pas se leurrer. Et je crois que si par exemple, je reprends l'exemple de tout à l'heure, le site gouvernemental est bloqué pour le chômage partiel, il faut peut-être raisonnablement dire aux salariés,
d'ici le 31 mars, prenez d'abord vos jours de congé, de façon à ce qu'on puisse étaler votre inscription au chômage partiel, parce que si ça ne fonctionne pas, vous n'aurez plus rien du tout. Tout à fait, c'est ce qu'on est en train de faire aussi, effectivement. Mais la question, ils vous disent, oui, on profite de prendre nos congés, mais on ne peut rien faire. Oui. Et Donc, comme beaucoup quoi de que- salariés ne voudront même Voilà. pas prendre leur Voilà, congé. donc, Ils vont quelque part, surtout qu'ils là, sont ils sont obligés payés. de prendre des congés forcés. Oui. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on doit trouver des solutions pérennes pour tout un chacun. Et avant, on disait que pour le chômage partiel, il fallait d'abord avoir épuisé ses congés. Maintenant, Effectivement. pour le chômage technique. Maintenant, on dit que ce n'est pas du chômage technique, c'est du C'est le chômage chômage partiel. partiel. Mais en sémantique, on ne définit pas la différence entre les deux. C'est vrai. Alors, la ministre du Travail avait parlé de report de cotisation. Donc, on en parlait un petit peu tout à l'heure, dont les entreprises vont bénéficier, notamment les versements à l'URSSAF par simple mail. Oui. Donc, c'est le fameux site qui ne fonctionne pas. Non, Non, ce qui non, ne non. fonctionne pas, Alors, c'est dites-moi. le site d'inscription D'inscription. au chômage partiel. D'accord. Enfin, il ne fonctionnait Bon, pas ça, aujourd'hui, très peut-être bien. qu'il fonctionnera demain. Oui, parce que là, logiquement, ils il sont va revenir engorgés. dans la semaine, hein. D'accord. C'était trop engorgé. D'accord. Non, Alors, pour ouais, cette histoire, il s'agit des oui. cotisations de sécurité sociale. En D'accord. fait, tous ceux qui passent par la DSN, qui est donc C'est ça. le dispositif, pouvaient encore jusqu'à hier faire une modification et dire qu'il n'y avait pas de paiement et il n'y aura pas de pénalité. Mhm. Sinon, il y a une autre procédure jusqu'au 19 en lien direct avec l'URSSAF pour demander à ce qu'il n'y ait pas de prélèvement pour tous ceux qui avaient une échéance au 15 mars. Mars, ouais. D'accord. Pour ceux qui seront début avril, il y aura d'autres dispositions qui seront prises. Est-ce que Je voudrais répondre Allez-y. tout à l'heure à la question, à ce que vous avez dit. Ça m'a. En fait, vous savez, là, vous avez une espèce d'union de toutes les chambres consulaires Mhm. et de toutes les organisations patronales, de tous les secteurs, exactement. du tourisme à l'hôtellerie, les MPI, tout le monde est mobilisé pour Pour passer ce pour cap passer et ce se cap, relancer. et puis pour dire aux entrepreneurs que bon, on a une crise, c'est clair, il faut pas, mais qu'il faut rester lucide et responsable Mhm. et voir les choses et les affronter. Donc ça, on va le faire et je crois que là, il y a une espèce d'union sacrée pour franchir le cap. Mais sur votre question, on est tous tout à fait conscients que c'est avec les difficultés budgétaires, et alors, vous comprenez, il y en aura encore plus après. Oui. C'est le secteur privé qui va pouvoir demain être pourvoyeur d'emplois. C'est le secteur privé qui doit impérativement se développer pour pouvoir permettre à l'économie de se développer et créer des emplois. Oui. Ça n'est plus les secteurs publics. Donc il va Effectivement. falloir regonfler la sphère privée et ne jamais oublier que pour que ça fonctionne correctement, il faut de la production. Et donc la production, qu'elle soit, le tourisme pour moi c'est de la production. Hein. Oui. Oui, mais c'est de la il faut production un locale, tissu c'est productif. quelque chose, oui. Et ça c'est fondamental et je crois qu'on est tous très conscients de cet aspect-là. Non, c'est. Donc je c'est- pense que l'après-crise, elle va encore nous inciter à aller davantage sur ce secteur. Oui, mais ça, en plus, de toute façon, c'est une bonne chose parce que c'est vrai que ça permet, pourquoi pas, de créer des nouveaux emplois et de nouvelles méthodes de travail. Et après, pourquoi pas, si le télétravail se passe bien, peut-être qu'il y a des entreprises qui vont préférer continuer en fonction des activités. Ça peut peut-être débloquer pas mal de choses. Mais moi, je voudrais vraiment vous poser la question par rapport aux cotisations avec l'URSSAF pour que les gens comprennent bien ce que ça veut dire. Donc, vous nous avez déjà expliqué. Il y a eu une histoire de plafond, comme vous disiez tout à l'heure, ça a été déplafonné Alors, pour le chômage partiel. pour le chômage partiel. Mais pour les cotisations que les gens doivent payer, donc on sait que par exemple il y avait une cotisation qui était prévue au 15 mars, donc celle-ci sera reportée. Mais comme le président a parlé aujourd'hui, donc je sais que c'est tout frais parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se mettre en place, surtout qu'il l'a dit dans son discours tout à l'heure que des ministres vont revenir dessus. Mais il a quand même parlé du fait qu'il y a des choses qui vont être mises en place par le gouvernement. Donc je parle déjà, je pense au fonds de paiement Le dont fonds de il a parlé solidarité. tout à l'heure, voilà, le fonds de solidarité.
moi, ce que je voudrais savoir, je sais que vous avez entendu le discours. Hein. Oui. Voilà, donc moi, selon vous, parce que vous êtes des professionnels, c'est pour ça que je vous ai fait venir, est-ce que ces cotisations vont être carrément annulées ou est-ce qu'il y aura encore un autre report qui va être possible, puisque jusqu'au 19 mars, c'est une date qui est très limite. Est-ce que vous pensez qu'ils vont rester sur ces dates-là au vu de ce qui a été annoncé aujourd'hui? Alors là, on parle des cotisations de ce mois-ci. Oui. Elles vont être reportées, ce sera probablement le cas pour le mois prochain, et c'est reporté d'office, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de discussion là-dessus. D'accord. Il suffit de ne pas les payer, on n'aura pas de pénalité. D'accord. Voilà, donc en fait, et là encore une fois, on réagit vraiment maintenant d'heure en heure en fonction de l'évolution des textes et des informations que l'on a pour s'adapter. Donc là-dessus, et puis apparemment, on aura également des prélèvements de prêts bancaires qui pourraient également être aussi. Mais ça, tout ça, ça demande à être confirmé par chaque organisme. Attention, il faut être précis dans ce qu'on dit. C'est pas toujours évident, mais on aura, tout le monde est en train de s'activer. Je crois qu'il y a un temps de réaction. Il faut quand même que ce soit les organismes financiers, les banques et tout, que chacun puisse... Quand vous parlez des cotisations, on attend exactement la même chose pour les cotisations de retraite. La CGRR, pareil. Alors justement, il disait que même au niveau de la retraite, que tout sera gelé en ce moment. Théoriquement, alors gelé, en fait, on aura pour l'instant un report. D'accord. Pour l'instant, le mot utilisé, c'est report. Et pareil, on attend la confirmation, mais effectivement, ça fait partie des annonces. Ça aurait été plus judicieux pour nous de dire supprimer. Oui, alors justement, donc moi je vous pose la question. Je pense que tout un chacun autour du plateau, ça aurait été, le président aurait dit je supprime pour ce mois-ci exceptionnellement les cotisations. Là, ça nous rassure et ça rassure tout un chacun, les chefs d'entreprise que nous sommes. Mais c'est vrai que report, ça quand même laisse à présager qu'il y aura encore des choses à payer. Alors c'est pour ça que je pose la question. Donc on va en revenir dessus après la publicité. Mais il a dit aucune entreprise ne sera livrée au risque de faillite, report des charges, report échéance bancaire, report des prêts bancaires et rien à débourser pour les entrepreneurs. Donc c'est sur ce point justement que ma question se dirige. On va en reparler après la pub. Dans la restauration rapide. Alors, retour sur le plateau. Alors, vous avez vu, pendant la publicité, on était justement en train de se poser les bonnes questions, puisque là, nous étions en train de regarder cette histoire dont nous a parlé le président il y a à peine tout à l'heure, lorsqu'il parlait de report. Donc, effectivement, on aurait tous préféré un autre mot que le mot report. Mais les grandes questions sont de savoir, par exemple, pour les restaurants, donc on en parlait, pourquoi les restaurants des hôtels sont fermés alors que les hôtels sont ouverts. Enfin, comment est-ce que ça s'est mis en place? Et parce que ça a un impact aussi forcément. Tout à l'heure, on parlait de sous-traitance. Donc, quel est votre point de vue sur ça? Non, je crois qu'il y a parfois, même souvent, des bonnes intentions, que la difficulté, c'est dans la mise en pratique. Oui. Quand on dit on va fermer les restaurants pour éviter la promiscuité, parce qu'on aurait très bien pu dire, dans la restauration, on exigera qu'en cuisine, ils aient des gants et un masque, puis qu'en salle, ils aient des gants. Et on me répond, oui, mais il faut éviter la proximité, il faut que les gens soient distants de plus d'un mètre. Bon. Mais après, on me dit, on va autoriser la restauration rapide, on va autoriser le rooming, on va autoriser ceci et cela. Rien n'est clair. Il y a une nécessité, c'est quand même qu'il faut que les gens se nourrissent. Oui. Et puis qu'ils s'abreuvent. Donc, il y a beaucoup de déclarations qui sont faites par des gens qui ne sont pas toujours dans la profession. Parce que si on avait interrogé, par exemple, les confédérations des restaurateurs au plan national, peut-être qu'on n'aurait pas abouti aux mêmes conclusions. Et les intentions vertueuses, j'en connais trop de gens qui sont dans des bureaux et qui sortent des notes, mais qui vont vous expliquer comment on manie un tournevis suivant qu'il a un manche en bois, un manche en métal, un manche en plastique, qu'il est droit, cruciforme, en acier galvanisé ou pas. Et après, quand on leur dit on ne comprend rien, tes explications, tiens, voilà un crayon et un papier, dessine-moi ton tournevis, dis non, je ne peux pas, j'en ai jamais vu. Effectivement. Moi, j'aime bien plaisanter dans la vie. Oui, mais il faut surtout aujourd'hui. Alors, pour revenir à la question de tout à l'heure, allez-y. Oui, je voudrais quand même rajouter un point pour quand même ramener les choses à leur juste niveau.
c'est pas la peine de se précipiter sur les supermarchés. Il n'y a Surtout pas. absolument pas de problème Tout à fait. de logistique et d'approvisionnement. Oui, en plus. Alors, il ne faut pas céder à la psychose. On a simplement, ce que l'on demande, c'est de limiter la propagation du virus. Donc, de respecter ces fameux gestes barrières. C'est ça. Voilà. Et le problème, c'est que les gens il y a une certaine incivilité en France et en Guadeloupe. Donc, c'est pour ça qu'on met toutes ces mesures qui sont assez coercitives. Mais il n'y a pas de problème d'approvisionnement. Le circuit de marchandises fonctionne très bien. Prenons le cas de l'Italie. L'Italie, vous voyez ce qui se passe, c'est vraiment un conflit. Mais les usines fonctionnent. Oui. Donc je veux dire, il ne faut pas céder à la panique. Les supermarchés qui peuvent rester ouverts depuis les petits magasins jusqu'aux hypermarchés sont approvisionnés normalement. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà. Donc, non, franchement, c'est vraiment, comme vous disiez, de toute façon, il faut un recul sur la situation afin qu'on puisse analyser vraiment pas à pas pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc, pour être vraiment très précise, le président a dit, toujours en parlant bien sûr de l'économie, qu'il y aurait une garantie des prêts bancaires accordés aux entreprises à hauteur de 300 milliards d'euros, Oui. ainsi qu'un dispositif exceptionnel de report de charges fiscales et sociales, de soutien ou report d'échéances bancaires et de garantie de l'État à hauteur de 300 milliards d'euros pour les prêts bancaires contractés auprès des banques. Concrètement, pour nos entrepreneurs, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, il y a deux dispositifs différents. Le premier qui concerne la BPI, qui est une banque qui octroie beaucoup de garanties. Donc en fait, la BPI va ouvrir les robinets et va passer, pour ceux qui avaient déjà une garantie, alors c'est un peu technique, mais les entreprises qui avaient déjà une garantie BPI qui était de l'ordre de 40%, elle va pouvoir monter à 90%. Mais ça a un coût. Oui. La BPI, ça a un coût, c'est entre 1,5 et 2,5, c'est pas donné. C'est ça. Et la BPI pourra également faire des prêts aux entreprises. Donc ça, c'est le volet, garantie que peut amener la BPI. Mais le président a également annoncé un geste en faveur des banques directement, de façon à permettre aux banques d'assouplir et de faire des facilités de trésorerie directement aux entreprises. Aux entrepreneurs. Donc c'est ça qui va être important, c'est de sécuriser les banques pour qu'elles puissent à leur tour venir en soutien de l'économie. Et donc on va être très attentif à ce que localement ce soit effectif. Et que les banques locales, là je pense qu'elles vont jouer le jeu de façon à accompagner l'économie pour passer le cap et puis après pour redémarrer. Pour la c'est relance. essentiel. Alors, il a aussi dit les loyers, les factures d'eau, de gaz et d'électricité devront être suspendus pour les plus petites entreprises qui rencontrent des difficultés. Et ces entreprises n'auront rien à débourser, ni pour les impôts, ni pour les cotisations sociales. Donc, et là, il a annoncé le fameux fonds de solidarité pour les entrepreneurs, commerçants, artisans, qui sera créé et abondé par l'État. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans la vraie vie, comme vous disiez tout à l'heure, sur le terrain, qu'est-ce que ça veut dire pour les entrepreneurs ? Je pense qu'au niveau européen, il est en D'accord. train de se mettre en place un fonds, parce que le problème du coronavirus, il est mondial, Oui. donc il touche l'Europe. Donc il y a un fonds qui va se mettre en place. Tant qu'on n'a pas, vous savez, moi, tant que je n'ai pas d'écrit, je suis très prudent sur les C'est sûr. rumeurs. Oui, non, ça, Oui, ce il faut sont les attendre mots les du décrets. président. Voilà. Il Oui. faut attendre les décrets d'application voilà. pour savoir exactement. D'accord, donc pour l'instant, les gens payent à l'heure d'aujourd'hui leur facture d'électricité. Non, ils vont s'arrêter. Je leur conseille, ils vont s'arrêter compte tenu de la déclaration en attendant les textes. D'accord. On tient compte de la déclaration faite aujourd'hui et puis après, on va aviser. Je crois que si le président l'a dit aujourd'hui. Oui, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Il faut tenir compte de la date d'aujourd'hui et comme dit M. Vion, Pour les effectivement, 15 On jours aura à des venir, précisions de manière à ce que ça après-demain, les puisse passer le précisions cap. viennent très vite. Là, Oui. Elles viennent assez vite. Ça vient très Ouais, vite. Je suis Là, étonnée de ne sûr. pas encore avoir trouvé quelque Pardon, chose des sur le ministre du informations, Travail. c'est c'est les Oui. informations, mais les décisions, comme dit M. Fayel, il faut attendre les décrets. Bon, ils vont travailler dans la nuit, ils vont trouver une solution très Oui, vite. d'ici demain, on aura Voilà. déjà évolué sur ce poste-là. Bon, ça, c'est au moins un premier point de passer. Donc, merci en tout cas, parce que c'est très important par rapport aux déclarations qui ont été faites aujourd'hui aussi, pour que les gens puissent avoir un petit éclairage.
On ne va pas parler de la relance de toutes les façons, puisque ça ne sert à rien que l'on parle de la relance à l'heure d'aujourd'hui. On va vraiment essayer d'aiguiller au maximum les gens de manière à ce qu'ils sachent en fonction... Bon, il nous manque seulement la Chambre des métiers aujourd'hui, mais on pourra les recevoir un autre jour, puisque étant donné que nous avons eu l'allocution aujourd'hui, donc le temps que eux... pardon, la CCI. D'accord. Excusez-moi, toutes mes excuses. Vous La m'avez fait Chambre peur, du vous m'avez commerce. fait peur, là. Non, c'est parce que je pensais au métier, justement. Non, mais comme l'allocution a eu lieu aujourd'hui, donc pareil avec la région, ils ont eu aujourd'hui des cellules de crise pour savoir concrètement quelles sont les instructions qu'ils vont recevoir et quelles sont les choses qui vont être mises en place. Donc moi, maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est aujourd'hui... Comment ça va se passer pour les entreprises? Puisque aujourd'hui, on voit qu'à Jarry, tout est fermé. Ce soir, tous les commerces sont fermés. Donc, est-ce que vous savez, par exemple, si je prends les groupes hôteliers, tout à l'heure on parlait des restaurants sont fermés le soir, mais les gens sont dans les chambres. Donc, comment ça va se passer? On me dit qu'il faut maintenir justement les fast-foods. Ça veut dire que est-ce que les gens qui sont en vacances dans les hôtels doivent aller passer au drive dans chaque fast-food qu'il y a en Guadeloupe? Comment est-ce qu'ils vont se nourrir? Est-ce que vous savez, sur ce point, au niveau du tourisme, ce qui a pu être mis en place par rapport aux différents hôtels ou par rapport aux gîtes? Non, il faut dire que la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, etc., l'outre-mer, comme d'ailleurs au niveau national, puisqu'au niveau national, on risque d'aller vers un confinement et que ce confinement interdirait la circulation à partir de mardi midi. Voilà, c'est ce qu'il a dit, exactement. On pensait que ce serait mercredi 8h, mais il a dit mardi midi. Bon. Donc à partir du moment où la circulation est réduite, où les tours opérateurs rapatrient les clients pour l'outre-mer, où les hommes d'affaires disent je rentre chez moi parce que je ne peux plus travailler, les hôtels vont se vider. Oui. La vraie question est, s'il reste 3 ou 4 touristes qui ne sont pas partis dans un hôtel de 300 chambres, est-ce que l'hôtelier il doit rester ouvert pour 3 ou 4 touristes avec les charges que lui incombe la totalité de sa structure? Oui, parce qu'il y a des entreprises qui perdent de l'argent en étant ouverts, effectivement, pour rien. Quand vous êtes en dessous de 30% de taux d'emplissage, vous perdez de l'argent. Mais du coup, justement, ça c'est un bon exemple. Que doivent faire les hôteliers ou les gîtes dans ce cas-là? Si ce sont de bons entrepreneurs, s'ils sont de bons entrepreneurs, ils vont faire au mieux. C'est-à-dire, ils vont analyser avec leur personnel quelles sont les meilleures mesures à prendre pour, d'une part, préserver leurs emplois, préserver leur trésorerie, préserver leur compte d'exploitation et permettre demain de redémarrer le plus rapidement possible avec le moins de casse. Parce qu'il y aura obligatoirement des pénalités à la situation de non-production de richesse. C'est une évidence. Donc, quand on dit on ferme le restaurant, mais on permet les room service, c'est ça. Un hôtel de 50 chambres, il peut faire de room service. Un hôtel de 300 chambres, il n'est pas structuré pour faire du room service. C'est comme d'ailleurs, c'est comme les urgences sanitaires. Elles sont équipées peut-être pour 50 lits en réanimation, elles ne sont pas équipées pour 5000 lits. Les hôtels, c'est pareil. Donc quand on dit on ne fera plus que de room service, encore faut-il savoir si c'est possible, qui paye ces room service qui sont à coût supplémentaire, etc. Mais pour moi, la question ne se pose pas, parce que les hôtels vont se vider. Oui. Donc la question ne se pose même pas. Il est sûr que les hôtels sont à service public et que peut-être demain, on sera appelé à recevoir des infirmiers qui viendront ou de Chine, de Russie ou d'Argentine pour venir en aide à la population. À ce moment-là, ils auront des chambres. Oui. Vous vouliez rajouter quelque chose, il me semble. Je dis qu'il faut que l'on fasse attention aux mots. Je ne sais plus si le président a utilisé le mot confinement dans son discours. Oui. Il a parlé de limitation des déplacements. Et c'est différent. Si. Tout le monde fait alors, là, je suis sur un article, puisque justement, je voulais reprendre exactement la phrase, et c'est le premier mot. D'accord. Effectivement, vous avez raison. Il a évité, c'est le premier mot qui a été évité par le président. Les choses évoluent très vite, mais on n'en est pas au confinement. Ça veut dire qu'en fait, on demande aux gens de ne pas se déplacer, sauf pour aller travailler ou aller faire leurs courses au supermarché ou aller à la pharmacie. Le but est vraiment de limiter la propagation du virus en Guadeloupe.
C'est vraiment un objectif de santé publique, de façon à pouvoir limiter. On a de la chance, on le fait un peu en avance par rapport à... Oui, d'autres pays qui sont vraiment touchés, ils ont beaucoup de cas. Là, on pourrait passer le cap. On peut encore endiguer, ne pas avoir trop de cas et donc de ne pas avoir l'hôpital qui soit surchargé, de ne pas avoir Mais c'est inéluctable. Il est en train de se développer, on l'aura localement. Donc, encore une fois, il faut faire attention aussi aux fake news, parce qu'il y a plein de choses qui circulent et tout. C'est pour ça que je préfère faire venir vraiment des gens qui ont les informations. Au jour d'aujourd'hui, en fait, on peut le reprendre, tous les commerces non alimentaires et non essentiels sont fermés. Également, tout ce qui est cinéma, musée, restaurant, les endroits où les gens se retrouvent pour être ensemble, pour partager un beau moment et tout, c'est convivial, on aime ça, surtout en Guadeloupe, mais il faut limiter absolument la propagation du virus. Donc ça, c'est... Par contre, toutes les entreprises qui peuvent continuer à avoir une activité, parce qu'elles ont encore des clients, l'hôtellerie c'est compliqué, mais celles qui peuvent continuer, elles continuent à travailler en appliquant les gestes barrières, en mettant en place tout ce qu'il faut pour qu'il y ait le maximum de précautions à l'intérieur des entreprises. Donc, encore une fois, je veux dire, le chef d'entreprise, les mots, c'est lucidité, responsabilité, et puis on affronte, on y va, on est sur le pont, on affronte la vague, quoi. D'accord. Pour la Riviera du Levant, cette situation, en termes de chiffres, qu'est-ce que ça représente ? Parce que c'est quand même Gosier, Sainte-Anne, Saint-François. Tout à l'heure, vous parliez du nombre de lits. Qu'est-ce que ça représente ? Ça représente, je crois que M. Vion l'a évoqué, on a 31 établissements hôteliers sur le territoire, avec la situation qu'ils connaissent, le nombre de salariés que ça impacte. Alors, j'ai pas le chiffre aussi, je crois que vous seriez mieux de l'indiquer que moi. Il faut dire environ 3000 chambres. Voilà. 3000 chambres, c'est un salarié pour 2 chambres au minimum, quand c'est pas un pour une chambre. Donc 3000 chambres, c'est 2000 à 3000 salariés, c'est 200 millions d'euros, c'est 60 millions de salaires, c'est 200 millions d'euros, ça fait à 100 euros la chambre, ça fait 2 millions de touristes, 2 millions de touristes à 1,50 € en moyenne, la taxe de séjour, c'est 3 millions d'euros. Voilà. L'impact il est immédiat, enfin, le jour au jour, il va être immédiat en termes d'entreprise, il va être immédiat sur les salariés, donc sur la consommation. Plus de 2000 locations saisonnières, c'est autant de revenus en moins pour des foyers, entre autres des foyers guadeloupéens. Donc le mesurer, je disais tout à l'heure, je pense qu'on est incapable de le mesurer aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. On est en mesure d'avoir une idée de l'ampleur que ça peut représenter, le mesure en termes de chiffres, j'en suis incapable, et je ne suis pas sûr qu'on en soit incapable dans sa globalité immédiatement. Parce que si les réservations sont arrêtées chez les hôteliers, elles sont arrêtées aussi chez les habitants et dans les gîtes. Voilà. Oui, c'est ça. C'est la même chose. On est dans une chaîne touristique, c'est-à-dire qu'on a effectivement les tour opérateurs qui ne réservent plus, donc les avions qui ne se remplissent plus. Voilà, tout, c'est une des particularités du tourisme, c'est que c'est une chaîne. Oui, c'est ce que vous disiez. Et là, aujourd'hui, toutes les chaînes sont touchées. La chance de notre malheur, c'est que toutes les destinations touristiques sont touchées. C'est pas propre, c'est une crise mondiale, donc tout le monde va le subir et tout le monde va devoir s'en relever. Et qu'en termes de concurrence, les cartes seront rebattues dans les prochains mois. Mais ça va être lourd de conséquences, ouais, c'est clair. Et effectivement, y compris au niveau des collectivités. Parce que ça va affecter la fiscalité locale, ça va... Mais justement, monsieur parlait tout à l'heure des fameuses collectivités, puisqu'il y a un fonds qui est reversé. Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui de comment ça va se passer ? Alors, non, je n'ai pas d'idée. Parce qu'ils n'auront pas cette recette, ils n'auront peut-être pas cette recette. Oui, c'est clair. Ça, il y aura des adaptations. Après, je suis technicien, je ne suis pas élu. La gouvernance est en train, vous n'ignorez pas, en train d'être redéfinie, donc je ne peux pas vous apporter de réponse là-dessus. Mais oui, ça sera impacté, y compris à ce niveau-là. Le fameux fonds, il est de nombreuses régions en France. Les conseils régionaux vont aider. En fait, on a bien vu, de la même façon que le président a stoppé toutes les autres réformes. Oui. Maintenant, c'est vraiment la crise du corona. Et sur son volet sanitaire et son volet économique, on en appelle aussi aux collectivités locales pour... il va falloir vraiment être à fond sur ce créneau-là pour
aider le secteur productif à se redresser. Ça va être une obligation incontournable. Tout à l'heure, vous disiez qu'on n'allait pas aborder la relance. Je pense qu'il faut l'aborder parce qu'effectivement, on sait que ça va passer. Allons-y, on peut et je pense que c'est un de nos rôles, nous, au niveau du secteur public. Donc, je pense aux intercommunalités, à la région, au comité du tourisme des îles de Guadeloupe. Nous, déjà, de nous pencher sur la suite. Et de travailler déjà sur ça. Parce qu'à la rentrée prochaine, on communiquera sur une prochaine saison à venir. Je crois qu'il faut avoir à l'esprit que même si les conséquences sont lourdes, on arrive au bout d'une haute saison, là où au niveau de l'Hexagone, ça arrive en début de saison. D'accord. Donc ça va être beaucoup plus lourd. D'accord. Donc nous, il faut qu'avec les structures compétentes publiques, on commence à se pencher sur la suite dès maintenant. Et est-ce que vous avez déjà commencé à le faire au moins ? Parce que je sais que ça avait déjà été annoncé, donc la relance pour les téléspectateurs avait déjà été annoncée par le président le jeudi. C'est-à-dire qu'on passe la crise et voir comment on fait pour repartir de plus belle. Donc est-ce que vous avez déjà commencé à travailler sur ce sujet avec que ce soit les hôtels, les sous-traitants et tout ? Est-ce que vous savez déjà un petit peu comment ? Pas encore, parce que je pense que tout le monde est à gérer l'urgence. Oui. Mais il faut, à partir du moment où les mesures seront connues et que les opérateurs privés seront, sinon sécurisés, en tout cas seront à quoi s'en tenir, là, très rapidement, dans les semaines à venir, il va falloir qu'on voit de quels moyens on dispose pour réagir en termes de communication, à partir du moment où on sait vers quoi on doit communiquer et quand on pourra communiquer pour faire venir les gens. Là aussi, on a l'expectative, mais on sait qu'on devra anticiper, c'est clair. Bon, d'accord, c'est vrai que vous vouliez dire quelque chose peut-être. Non, c'est vrai que pour l'instant, la préoccupation principale, c'est comment on paye les charges, comment on paye les salaires à la fin du mois. C'est pour ça que je ne voulais pas tout de suite parler de l'argent, parce qu'on n'y est pas encore. Mais moi, je veux juste dire quand même que dans tout ça, je trouve que l'image de la destination Guadeloupe, elle a plutôt été protégée. On a relativement bien géré les problèmes sur la croisière. Enfin, globalement, je pense qu'on n'a pas fait trop de... Et donc là, on pourra... moi, je suis plutôt optimiste. On pourra rebondir et il faudra mettre les moyens pour rebondir de façon importante et positive. Jusqu'à la semaine dernière, jusqu'à la semaine dernière, on était un territoire refuge pour les gens de métropole qui voulaient se sortir du coronavirus. Effectivement. On a eu des arrivées après. Après, les conséquences. Je pense qu'aux yeux du monde entier, quand même, on a fourni quand même une bonne image sur le plan de en Guadeloupe. Donc, quelque part, je pense qu'on ne va pas être écorné. Oui, on arrivera à passer... La destination est épargnée. Mais c'est vrai, comme l'a dit M. Vion tout à l'heure, il ne faut pas se voiler la face. Cette crise, elle est mondiale et il y aura quand même quelques entreprises qui vont rester sur le carreau. Oui. Je m'inquiète surtout pour les très petites entreprises. D'où ma question de tout à l'heure. Et c'est vrai que là, on aura peut-être plus d'éléments d'ici une quinzaine de jours, mais je crois sûr et certain qu'on aura des petites entreprises qui ne vont pas se relever parce qu'ils ne pourront pas rester 3 semaines. Sachant qu'on avait déjà eu des crises avant, je le rappelle. Tout à l'heure, sur LCI, il y avait des professeurs de médecine qui disaient il ne faut pas se leurrer. C'est pas, on parle pas en semaine, on parle en mois. Voilà, donc quelque part, et moi je parle même pour les taxiteurs, parce que là aujourd'hui, s'ils nous appellent comme ça, c'est qu'ils tirent la sonnette d'alarme, parce que j'ai été sur le port il y a 15 jours de ça, et c'est vrai que on pouvait les compter, les visiteurs. Ils sont directement impactés, parce que ce sont les premiers. Et là aujourd'hui, il y a des taxis qui vont être réquisitionnés, j'ai pu comprendre, pour transporter aussi des médecins, etc. Bon, après ça c'est sur le plan national. Là le gouvernement essaye de s'organiser au niveau sanitaire. Est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas. Donc c'est vrai que je suis quand même un petit peu inquiet. On est optimiste, on n'est pas défaitiste. Oui. Mais il ne faut pas se voiler la face. C'est voir comment vous allez... On est réaliste. On est réaliste que c'est une crise mondiale et c'est là que je dis que nous devons nous serrer les coudes. Comme l'a dit M. Fayel. Ce qui est bien, c'est que cette crise-là encore nous soude encore plus. Oui, ça par contre, au niveau économique... Ça c'est important. Et j'espère que les politiques aussi prendront aussi conscience que le monde économique, ce sont des acteurs privés. D'accord ? Nous investissons et nous aimerions qu'en retour, les élus aussi prennent aussi à bras-le-corps ce sujet pour dire que nous devons sauver l'économie parce que la Guadeloupe, c'est un petit marché. Oui. C'est pas sur le plan national.
Donc, et quand on meurt, quand une petite entreprise meurt, c'est toute une famille c'est derrière. toute une famille hein, derrière. Voilà. Et des jeunes qui ne retrouvent pas d'emploi. Et dernier point donc, que je vais quand même aborder, donc, comme vous le savez d'habitude dans cette émission, on finit par les offres d'emploi. Forcément aujourd'hui il n'y en aura pas puisque nous étions vraiment en émission spéciale pour le Covid-19. Mais un point qui a été calculé, ça n'a pas forcément... le président n'en a pas forcément parlé, mais c'est au niveau du ministère du Travail, ils ont fait le calcul. Ils ont estimé que les entrepreneurs allaient geler, on va dire, en gros, les embauches pour toute l'année. Est-ce que vous pensez qu'on va se retrouver dans la même situation en Guadeloupe? Parce que le chômage partiel, c'est très bien, donc on en a parlé, mais forcément, une entreprise qui est fermée, c'est une entreprise qui n'a pas du tout d'économie. Et le but, pour l'instant, c'est déjà qu'elle ne périclite pas. Donc, est-ce que vous pensez qu'on pourra réussir un petit peu à maintenir, et non pas à alourdir surtout, notre niveau de demandeurs d'emploi, quoi? Est-ce qu'on peut, vous pensez que ça va vraiment porter atteinte? Bon, il est prévu que pendant cette période de sous-activité, on puisse conduire des formations. Ah, ça c'est intéressant. Oui, mais c'est intéressant, mais il y a divers types de formations. Il y a les formations intellectuelles, ou bien in situ dans les salles de réunion. Or, les salles de réunion sont proscrites, ou bien par le numérique, ou bien en entreprise. Mais les entreprises, pour un certain nombre, vont être fermées. Donc, ça va être plus difficile de mettre du personnel en formation. Puis, par exemple, dans les métiers de service, encore faut-il, si on fait de la formation sur le tas, qu'il y ait des clients. Sinon, oui, on ne peut pas faire de formation. C'est vrai. D'accord. C'est vraiment pour ça qu'il faut... si une entreprise ne peut pas faire de télétravail, n'a plus d'activité, parce que c'est bien beau faire le télétravail, mais Oui, encore faut-il avoir de l'activité pour occuper en face pour oui, Eh bien, il faut utiliser massivement les dispositions d'activité partielle qui sont mises à notre disposition. Il faut vraiment le faire tout de suite, quoi. Il ne faut pas attendre. Dès qu'il y a dès qu'il y aura une problématique de chiffre d'affaires, de rentrée d'argent dans les entreprises, et que malheureusement, pour sauvegarder l'emploi, il faut utiliser ce dispositif. D'accord. Bon, merci en tout cas à vous, messieurs, d'être venus sur notre plateau. Nous espérons, on va rester en contact pour voir si on peut avoir un suivi. Et de temps en temps, on ne va pas vous faire revenir tout le temps. De toute façon, vous avez beaucoup de choses à faire. Exactement, mais de temps en temps, faire un bilan, quitte à vous faire revenir séparément s'il y a une information à faire passer, donc à la population. Et bon courage en tout cas à vous, parce que vous avez un gros chantier à mettre en place pour pouvoir préserver notre économie locale. Et merci de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir à tous. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.